Ils nous ont envoyés à l'extrémité de la steppe kazakh, un territoire dur et impitoyable, balayé par le vent, où des clôtures rouillées s'étiraient sans mener nulle part, et où l'horizon vibrait comme une corde tendue. Le froid traversait encore 2 couches de vêtements thermiques. Les routes n'en étaient presque pas, seulement des traces de pneus entaillant la terre gelée. Aucun oiseau, aucun berger, aucun village. Rien que l'étendue vide et un silence pesant à perte de vue. Lorsqu'un satellite retombe, il est censé se consumer dans l'atmosphère ou finir sa course dans l'océan, loin de tout ce qui compte. C'est ainsi qu'ils sont conçus. Mais parfois, quelque chose déraille. Une erreur de calcul, un propulseur défaillant, une manœuvre ratée en orbite. Quand l'impact se produit sur la terre ferme, c'est à nous d'effacer les traces. Nous sommes des contractuels, une équipe de récupération chargée d'analyser la télémétrie, de récupérer ce qui n'a pas été réduit en poussière et de signaler tout élément pouvant relever d'un compartiment sensible. La plupart du temps, il ne reste que de la ferraille inutile. De rares fois, on tombe sur quelque chose d'intéressant, de confidentiel, qui disparaît entre d'autres mains avant même qu'on ait le temps de poser des questions. Cette mission semblait banale. Nous étions 8, répartis sur 2 camions, avec des tentes pliantes, des liaisons portables, des relais satellites, un drone et un radar à pénétration de sol. Le site avait été signalé par les systèmes de suivi orbital. Un objet était tombé vite et violemment. On s'attendait à des débris calcinés et à quelques longues journées à creuser dans le sable et la boue. Peut-être un petit bonus si quelque chose avait résisté intact. Pourtant, dès le départ, quelque chose clochait. La télémétrie était instable. Le GPS se verrouillait puis dérivait. Le terrain ne correspondait pas exactement aux coordonnées, comme si même les cartes refusaient notre présence. Et surtout, ce silence. Malgré tout, nous nous sommes mis au travail. Carson, le chef d'équipe, supervisait l'installation du matériel. L'équipe technique calibrait le radar pendant que j'aidais à enfoncer des piquets métalliques dans le sol gelé. C'est à ce moment-là que le signal est apparu. Ce n'était pas un simple écho mort, c'était actif. Une impulsion courte, compressée, répétée à intervalles réguliers, bien plus puissante que n'importe quelle balise que j'avais déjà entendue lors d'une mission de récupération. Toute l'attention du groupe s'est aussitôt focalisée dessus. Normalement, ce type de signal cesse dès que l'objet brûle ou s'écrase, mais celui-ci continuait d'émettre. On a d'abord pensé qu'un noyau renforcé avait survécu, une unité de guidage, une boîte noire, qui sait. Pourtant, la triangulation ne donnait rien en surface. Nous avons lancé un balayage au radar de sol. Les données sont revenues nettes. Sous la couche supérieure, à une dizaine de mètres de profondeur, se trouvait une structure. Pas de simples fragments dispersés, mais quelque chose de massif, peut-être un large morceau de fuselage brisé. « Ce n'est pas possible », a murmuré Carson. Et pourtant, le signal provenait clairement de l'intérieur. Quoi que ce soit, cela avait résisté à la descente orbitale, à l'impact et à l'enfouissement. En surface, on retrouvait les débris habituels, panneaux brûlés, ailettes éclatées, fragments tordus au point d'être méconnaissables. Rien d'anormal pour un crash de satellite. Mais plus bas, bien plus profondément que prévu, se cachait quelque chose de volumineux. Les techniciens ont avancé l'hypothèse d'un module de télémétrie ou d'un conteneur de charge utile renforcé conçu pour survivre à une rentrée incontrôlée. Cela expliquerait le signal persistant, programmé pour faciliter une récupération ultérieure. Certains ont même évoqué une prime de récupération. Alors, nous avons commencé à planifier l'excavation. D'abord, analyser la densité du sol. Ensuite, vérifier les couches de gel et les trajectoires d'écoulement. Le pergélisol était épais dans cette région. Creuser demanderait du temps et une précision extrême si l'on voulait éviter d'écraser ce qui reposait en dessous. Ce serait un travail lent, presque entièrement manuel. Puis, en pleine discussion, la radio de Jacob a soudain grésillé. Un crachotement de parasites a envahi son casque, suivi d'une voix tendue, hachée, presque paniquée. « Il y a quelqu'un ? Allô ? S'il vous plaît ? Je suis coincé.
Je ne sais pas où je suis. Tout le monde s'est figé. Nos regards sont passés de Jacob à la radio, puis les uns vers les autres. Il avait l'air aussi abasourdi que nous. Carson a réagi aussitôt, reprenant la communication et vérifiant la fréquence. « Répétez, identifiez-vous. » Un silence, puis la réponse est revenue. « Je vous entends. S'il vous plaît, creusez. Il fait noir. Je suis seul. Aidez-moi. » Je sentais le sang quitter mon visage. Ce satellite n'était pas habité. Aucun satellite ne l'est jamais. Ils sont trop petits, trop fragiles, conçus uniquement pour des missions automatisées. Même les modèles militaires sont pilotés à distance. Il n'y a pas de cockpit, pas d'espace pour un équipage, aucune raison qu'un être humain s'y trouve. Alors qui ou quoi nous parlait? Nous avons changé de fréquence, vérifié les relais, passé les canaux en revue. Le signal ne rebondissait nulle part ailleurs. Ce n'était ni une interférence ni un écho lointain. Le point d'origine correspondait exactement à celui de la balise, 10 mètres sous nos pieds. Nous avons tenté de poser des questions. D'où venez-vous? Depuis combien de temps êtes-vous là? Comment vous appelez-vous? Mais la voix ne répondait jamais. Elle répétait seulement, encore et encore. « S'il vous plaît, aidez-moi. Creusez. J'ai de plus en plus de mal à respirer. » À un moment, elle s'est mise à sangloter. Elle ne demandait pas qui nous étions, ni comment nous l'avions trouvée. Elle implorait simplement qu'on la fasse sortir. Carson a alors appliqué le protocole. Toute anomalie, surtout impliquant une transmission inattendue, devait être signalée immédiatement. Nous nous sommes regroupés autour de la liaison satellite portable, pendant que Carson expliquait la situation au correspondant du client. Le signal coupait par moments, mais il restait calme et professionnel. Il parlait à un intermédiaire d'une entreprise aérospatiale privée dont je n'avais même jamais entendu le nom correctement. Il a expliqué que la balise était toujours active, que le boîtier interne semblait avoir survécu à l'impact. Puis, presque comme s'il ajoutait un détail secondaire, il a précisé « Il y a aussi une voix sur la radio. Elle affirme qu'une personne est en vie là-dessous. » La réponse n'est venue qu'après un bref silence. Un petit rire sec, suivi d'un soupir, comme si on venait de lui poser la question la plus stupide du monde. Non, impossible. L'unité n'était pas habitée. Aucune ne l'est. On a vérifié la source, a insisté Carson. Le signal correspond exactement à l'objet enterré. La voix à l'autre bout s'est faite plus tranchante. Les radios font parfois ce genre de choses. Des interférences, des recoupements de fréquences. Vous êtes dans une zone isolée, vous captez n'importe quoi. On lui a posé des questions directes, a ajouté Carson. Elle a répondu. Très bien, a conclu le représentant, visiblement déjà détaché. Récupérez le cœur de télémétrie, balisez l'épave, faites votre rapport et laissez tomber les histoires de fantômes. La communication a été coupée. Nous sommes restés là un moment, sans parler, à nous regarder. Personne n'a osé le dire à voix haute, mais l'inquiétude avait commencé à s'installer. Si ça avait été du simple bruit radio, on aurait pu l'ignorer. Ou si la voix avait été incohérente, on aurait pu accuser le matériel. Mais elle était claire, humaine, paniquée. Nous avons tenté de rationaliser. Peut-être une autre transmission, quelqu'un utilisant la même bande. Une plaisanterie de radio-amateur. Mais au milieu de ce désert, cette hypothèse semblait absurde. Finalement, Carson a brisé le silence. On continue. On a un travail à faire. Officiellement, on récupère du matériel. Point final. Et officieusement, a demandé quelqu'un, Carson n'a pas répondu, mais tout le monde avait compris. Une partie de l'équipe voulait simplement terminer le travail et repartir au plus vite. Les autres, au contraire, avaient besoin de savoir, de comprendre qui ou quoi se trouvait sous nos pieds. Cette nuit-là, le vent s'est levé brusquement. La température a chuté d'un coup, comme si quelque chose avait alourdi l'air. Allongé sur ma couchette, j'essayais de dormir. Le murmure lointain des radios passait d'une tente à l'autre, semblable à une respiration diffuse. Puis la mienne s'est allumée, juste une seconde. Un souffle de parasite, puis une voix, à peine plus forte qu'un chuchotement. « Tu m'as entendu, n'est-ce pas ?» Au matin, le groupe avait changé. Pas de manière évidente, mais subtile. Les gens se rassemblaient désormais par petits groupes, parlaient à voix basse pendant le petit déjeuner,
lançaient des regards méfiants vers le matériel radio. Certains étaient persuadés qu'il y avait quelqu'un de vivant sous terre. Forcément, la voix, son rythme, la peur qu'elle portait, rien de tout cela ne sonnait artificiel. On ne simule pas un sanglot étouffé de cette manière. D'autres, plus rationnels peut-être, ou simplement terrorisés, refusaient d'y croire. Ils affirmaient que ce n'était que des interférences et que, même par un hasard cosmique, si une personne s'était retrouvée enfermée là-dedans, elle n'aurait jamais pu survivre à la chute. Aucun satellite ne contient de nourriture ni d'oxygène. Aucune explication logique ne collait vraiment à ce que nous avions entendu. Carson tentait de maintenir un cadre strict. Il suivait les règles, toujours. Nous étions là pour récupérer des débris orbitaux, pas pour mener une opération de sauvetage basée sur des voies mystérieuses. Que ce soit une personne ou une balise, a-t-il tranché, on creuse, c'est tout. Alors nous avons obéi. Les nouveaux relevés du radar de sol étaient bien plus précis. L'objet enfoui n'était pas un amas compact ou un simple enchevêtrement de métal écrasé. Il présentait une forme nette, des contours définis, des angles, une symétrie troublante. Le technicien a plissé les yeux en observant l'écran, puis a lâché un rire nerveux. On dirait presque une pièce, pas un morceau de fuselage. Personne n'a ri. Lucas, lui, a commencé à se comporter étrangement. D'ordinaire bavard, il s'est fait silencieux, tendu. C'était l'un des plus anciens de l'équipe, un homme très croyant qui portait toujours un chapelet autour du poignet, même lorsqu'il déroulait des câbles ou manipulait du matériel lourd. Quand les données sont apparues à l'écran, il est resté figé, les lèvres bougeant sans qu'aucun son n'en sorte. Plus tard, quelqu'un l'a entendu murmurer que ce n'était pas un accident, que ce n'était pas un crash. « C'est un démon », a-t-il soufflé. Lorsqu'on a tenté de lui demander des explications, il s'est refermé aussitôt. Il secouait la tête, refusant de parler, et a repris le travail, mais plus lentement, plus nerveux, marmonnant des prières chaque fois que la radio grésillait. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir non plus. Le vent était tombé, mais le silence semblait encore plus oppressant, comme si le monde entier avait été mis sur pause. En passant près de la tente de Lucas, j'ai entendu sa voix, basse et tremblante. « Ne lui parlez pas », murmurait-il. « Ne le regardez pas. Il n'est pas coincé. Il attend. » L'excavation avançait péniblement. Le sol résistait, refusait de céder. Même avec les bons outils, on avait l'impression de gratter quelque chose qui ne voulait pas être découvert. Je suis allé prendre ma pause à l'extérieur du périmètre balisé, juste au-delà des limites du camp. L'air était plus vif là-bas, plus ouvert, avec ce silence particulier qui donne l'impression que le paysage lui-même vous observe. Je m'étirai le dos quand je l'ai entendu. Une voix féminine, basse, étouffée, prudente. J'ai suivi le son en contournant l'une des remorques de ravitaillement, aussi discrètement que possible. C'est là que j'ai aperçu Kyle, accroupi derrière les pneus, penché sur une radio portable à ondes courtes. Il chuchotait dedans comme si sa vie en dépendait. « Je sais, moi aussi tu me manques. Bientôt, d'accord ? Je te le promets. » Il a sursauté dès qu'il m'a vu et a coupé la radio dans un geste brusque, comme un ado surpris en train de faire une bêtise. « Putain mec, tu m'as foutu une de ces trouilles ?» a-t-il lâché un peu trop fort. « Tu parlais à qui ?» ai-je demandé. Il m'a adressé un sourire de travers. Ma femme a raté notre appel hier soir. Elle stresse quand je suis hors réseau. J'ai baissé les yeux vers l'appareil. Une radio à ondes courtes, sans liaison satellite, sans répéteur. Même pas sur la bande que nous utilisions. « Tu ne peux joindre personne avec ça ?» ai-je dit. Il a haussé les épaules comme si ça n'avait aucune importance, puis s'est relevé. J'imagine que j'ai eu de la chance. Et il est parti tranquillement, comme si ce n'était pas la chose la plus dérangeante que j'avais vue de la journée. Cette nuit-là, le sommeil m'a encore fui. Bien après minuit, alors que je dérivais entre deux pensées, la radio posée au-dessus de ma couchette s'est allumée. Un simple clic, discret, comme si quelqu'un décrochait une ligne à laquelle il n'aurait jamais dû avoir accès. Puis la voix est revenue, calme, familière. Presque rassurante, mais légèrement décalée, comme si quelque chose clochait sans que je puisse dire quoi.
Tu es fatigué ?» a-t-elle murmuré. Je me suis redressé lentement sans répondre. « Tu n'as pas besoin de faire semblant ? Pas ici, pas avec moi ?» Il y avait dans son ton une douceur troublante, celle de quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, adoucie par le temps. « Je sais ce que tu as perdu. » Ma gorge s'est serrée, je n'ai toujours rien dit. Dehors, le vent poussait la toile de la tente par pulsations lentes et régulières, comme un battement de cœur. Cette douleur que tu portes, je pourrais la prendre. Pas l'effacer, non, juste la garder un moment. Assez pour que tu puisses dormir, assez pour que tu n'aies plus à te réveiller avec la mâchoire crispée et les mains tremblantes. Personne ne connaissait mes crises d'angoisse, ni mes nuits sans sommeil. Même Carson l'ignorait. J'avais toujours séparé le personnel du professionnel. Je ne demande pas grand-chose, a soufflé la voix. Juste un peu d'aide. Ma main flottait au-dessus du bouton d'alimentation de la radio, mais je n'y ai pas touché. Tu ne serais pas le premier, a-t-elle ajouté doucement, et tu ne seras pas le dernier, mais toi tu écoutes mieux que les autres. Puis le silence est retombé, comme si elle savait qu'elle avait déjà assez dit. En fin d'après-midi, la terre a commencé à céder différemment. Les couches supérieures étaient sèches, dures, mais nous atteignions désormais un sol compact, dense, qui se fissurait en larges plaques sous les outils. La résistance n'était plus la même. Cela signifiait que nous approchions. Le radar l'a confirmé. La forme complète apparaissait désormais clairement. Un objet massif d'environ 10 mètres de long, partiellement enfoui, dont un flanc se dressait vers la surface comme une dent brisée. Rien de ce que nous avions déjà récupéré ne lui ressemblait. Il était trop intact. Nous étions proches, mais la nuit tombait, ce qui impliquait encore une attente avant de pouvoir le dégager entièrement. Le dîner s'est déroulé dans un silence pesant. La plupart d'entre nous étaient trop tendus pour parler. Le vent s'était levé de nouveau, projetant du sable dans chaque pli de nos vêtements, dans chaque interstice de peau. Kyle, celui que j'avais surpris en train de murmurer dans sa radio, était assis près de l'entrée de la tente de ravitaillement, un sourire étrange accroché au visage. Il ressemblait à quelqu'un attendant l'arrivée d'un être cher. De temps à autre, il jetait un regard vers le cratère, puis souriait, comme s'il se souvenait d'une plaisanterie intime. Lucas, lui, n'a pas mangé. Il se tenait près de la paroi de la tente médicale, les bras croisés, le regard fixé au sol. Il avait l'air de quelqu'un luttant contre la nausée. Cette nuit-là, allongé sur ma couchette, je fixais le plafond de toile pendant que le vent faisait vibrer les arceaux métalliques. Le poids de la journée commençait à m'écraser. Pas seulement la fatigue physique, mais quelque chose de plus profond. Mes pensées tournaient en boucle autour de la voix, autour de la forme enfouie sous la terre. Je ne savais plus vraiment ce que je croyais. Je commençais à sombrer quand un bruit m'a tiré de ma torpeur. Des pas, lents, prudents. Je me suis glissé hors de mon lit et j'ai suivi le son à travers l'ouverture de la tente. La nuit était sans lune, seulement éclairée par la lueur ambrée des lampes de sécurité. Une silhouette avançait lentement le long du bord de la zone d'excavation, courbée, méthodique. C'était Lucas. Je l'ai appelé à voix basse. Il s'est retourné brusquement, les yeux écarquillés. Dans ses mains, il tenait quelque chose. D'abord, j'ai cru à un pied de biche, puis j'ai distingué le bord affûté, bricolé à partir d'un outil détourné. « On ne peut pas le laisser là-dessous », a-t-il sifflé. « Et on ne peut pas non plus le faire sortir, tu comprends ?» J'ai avancé d'un pas. « Qu'est-ce que tu fais, Lucas ?» Ses mains tremblaient. « Ils pensent que ça leur parle. Peut-être que oui, mais ça ment, c'est tout ce que ça sait faire. » J'ai regardé l'arme improvisée, puis son regard. Il y avait de la folie, mais aussi une certitude glaciale. L'arrêter serait dangereux, il était déjà allé trop loin. « Tu crois vraiment que c'est dangereux ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête lentement. « Ce n'est pas une personne, ce n'est pas coincé, ça veut être trouvé, et ce n'est pas la même chose. » Je l'ai fixé un long moment, incapable de trouver une meilleure réponse que la seule qui me soit venue. Pas mon problème, pas mon cirque. Il m'a dévisagé comme s'il hésitait à argumenter, puis il a tourné les talons et s'est enfoncé dans l'obscurité, en direction du cratère. Je ne l'ai pas suivi.
Je me suis convaincu que je m'en fichais et je suis retourné me coucher. Dès le matin, quelque chose n'allait pas. Lucas n'était nulle part. Il n'était pas revenu à sa tente. Il n'était pas au petit déjeuner. J'ai pensé qu'il se cachait peut-être dans un camion le temps que la situation se tasse ou qu'il avait honte. Je n'étais pas le seul à être tendu. Quand nous sommes arrivés sur le site, nous nous sommes tous arrêtés net. Le cratère avait changé. Le sol que nous avions mis des jours à entamer était désormais meuble, irrégulier, comme fraîchement retourné. Les strates soigneusement dégagées avaient disparu, remplacées par un affaissement chaotique, comme si la terre elle-même avait bougé durant la nuit. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis l'un des nouveaux a lâché, hésitant. « Il y a eu une tempête cette nuit ?»« Pas un vent pareil », a répondu quelqu'un d'autre. Carson n'a pas perdu de temps à spéculer. « Si la terre est plus meuble, tant mieux pour nous », a-t-il dit en tapant son gant contre sa cuisse. « On termine le travail. » Nous avons saisi pelles et pioches, plus besoin de machines lourdes cette fois. Le sol se détachait presque tout seul, comme une peau sèche qui se fendille. Au bout de quelques minutes à peine, un outil a heurté quelque chose de dur. Ce n'était pas un simple fragment brûlé ni un élément de structure. La surface était lisse, arrondie, avec un léger éclat sous la poussière. Nous avons dégagé lentement autour, couche après couche, jusqu'à ce que la forme apparaisse clairement. Une longue courbe, puis une autre, s'assemblant dans une sorte de capsule, enchâssée dans le bloc de fuselage que nous poursuivions depuis le début. Mais cet objet ne ressemblait à aucun module de satellite connu. Le matériau captait la lumière de manière étrange, comme s'il n'était pas uniforme, mais composé de plusieurs surfaces, repliées les unes sur les autres. Certaines parties semblaient clairement conçues, panneaux déchirés, arêtes biseautées, ouvertures évoquant des systèmes de refroidissement. Entre ces éléments, pourtant, apparaissaient des formes lisses, presque organiques, une irisation douce sous la saleté, parcourue de veinures rappelant un tissu vivant. On aurait juré, en fixant un angle, qu'il s'agissait de titane moulé. À un clignement d'yeux plus tard, cela ressemblait à du cartilage. L'ensemble était presque sans joint apparent. Puis quelqu'un l'a remarqué. Une ligne fine courant le long du flanc, sur environ 1 mètre, mince comme l'ombre d'un fil. Une jointure. « Ce n'est pas verrouillé », a soufflé quelqu'un. L'air s'est figé. Personne n'a bougé. Nous ne l'avons pas ouvert. Pas encore. Nous sommes restés là à fixer cette jointure, comme si elle pouvait soudain nous rendre notre regard. Pour la première fois depuis le début, j'ai compris que nous espérions tous la même chose, que ce soit vide. Le silence s'est étiré, lourd, presque irréel, jusqu'à ce que Carson s'avance enfin et essuie la terre collée à ses gants. « On est trop loin pour attendre des renforts », a-t-il déclaré. « On ouvre, on consigne et on rapporte ce qu'on trouve. » Je l'ai observé. Ce n'était pas tout à fait vrai. Nous avions des liaisons prioritaires, des canaux d'urgence. Si l'objet avait été réellement extraterrestre ou simplement anormal, une multitude d'agents auraient accouru. Mais Carson ne voulait pas de regards extérieurs. Il voulait savoir. Peut-être par appât du gain, peut-être par simple curiosité. Personne ne s'est porté volontaire. Carson a balayé le groupe du regard. Quelqu'un. Il essayait de donner à sa voix un ton détendu. C'est sûrement vide, et peut-être que ça ne s'ouvrira même pas. Mais l'air racontait une autre histoire, le silence aussi. Personne n'a bougé. Ce refus collectif n'était pas formulé, mais il était total. Aucun de nous ne toucherait à cette chose. S'il fallait l'ouvrir, Carson devrait le faire lui-même. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai vu le calcul passer dans ses yeux. L'image qu'il donnerait s'il reculait maintenant. Il a regardé la capsule, puis la jointure, et a expiré longuement, comme avant un plongeon. « D'accord », a-t-il murmuré. « Je m'en charge. » Nous avons tous reculé. 10 mètres, puis 15. Personne ne voulait se trouver à proximité au moment où ça s'ouvrirait. Même ceux qui s'étaient moqués plus tôt observaient la scène avec une tension palpable, comme si l'objet allait exploser. Carson s'est approché, une pelle à la main. Il a glissé le bord dans la jointure, juste assez pour faire levier.
de la terre humide s'est détachée en coulée lente. La lumière du soleil a accroché l'éclat terne de la surface. Il a hésité une seconde, puis a forcé. Avec un cliquetis sourd, presque doux, le panneau a cédé. Carson a reculé en trébuchant, se rattrapant à sa pelle. Il n'a rien dit. Il fixait simplement l'intérieur. Rien ne s'en est échappé. Ni fumée, ni lumière, ni mouvement. Juste l'immobilité. Après un long moment, nous nous sommes approchés à notre tour. Et c'est là que nous l'avons vu. Lucas. Son corps était affaissé à l'intérieur, comme si la capsule s'était refermée autour de lui. Ses membres étaient tordus selon des angles impossibles. Un bras était replié contre sa poitrine, sa main serrant encore l'arme de fortune qu'il avait fabriquée. Personne n'a parlé. La compréhension refusait de se faire. Puis j'ai avancé d'un pas. Je l'ai vu hier soir, ai-je dit d'une voix qui ne me semblait pas la mienne. Il disait qu'il fallait l'arrêter, qu'on ne prenait pas ça au sérieux. On m'a demandé ce que je voulais dire. J'ai hésité, puis j'ai tout raconté. Ses paroles, sa peur, sa certitude que ce qui se trouvait là-dedans mentait, et la phrase qu'il avait prononcée avant de disparaître dans la nuit. Ça peut mentir, c'est tout ce que ça fait. Le silence qui a suivi était chargé d'horreur. Lucas était descendu là-dedans en pensant pouvoir stopper quelque chose. Peut-être croyait-il à un démon, peut-être à une épreuve. Quoi qu'il en soit, il avait perdu. Mais ce n'était pas ça qui m'a noué l'estomac. Ce qui nous a frappés tous en même temps, sans un mot, c'est la conclusion évidente. Quoi que ce soit qui avait été enfermé dans cette capsule, n'y était plus. C'était sorti, libéré. Chaque mot qu'il nous avait adressé, chaque promesse murmurée, n'avait été qu'un moyen d'arriver à ses fins. Kyle, celui qui avait toujours poussé pour creuser davantage, qui le défendait presque, qui chuchotait dans des radios mortes, semblait désormais vidé, comme si l'air avait quitté ses poumons. Sa bouche s'est ouverte, une fois, puis une seconde. Mais il m'a dit que... Personne ne lui a répondu. Carson n'a même pas tenté de rapporter la vérité. Il s'est tenu à quelques pas de la capsule, pâle, tremblant, puis a activé la liaison satellite. « Le site est compromis », a-t-il déclaré. « Présence de matériaux inconnus, risque potentiel de contamination ou de menace à la sécurité. Je ne peux pas en dire plus. » Il n'a pas mentionné Lucas, ni la voix. Il n'en avait pas besoin. Tout s'entendait dans son ton. Ils ont mis du temps à arriver, mais ils sont venus. D'abord 2 hommes dans des véhicules noirs sans insigne, posant des questions, s'attendant sans doute à une fuite radioactive ou à une technologie expérimentale. Ils sont repartis livides, appelant des renforts. Puis ce fut un déferlement. Combinaisons de protection, drones, camions de surveillance, badges inconnus. Chaque agence imaginable et d'autres encore. Dès qu'un groupe revendiquait la juridiction, un autre le dépassait. Le site est devenu un champ de bataille administratif. Notre camp a été démantelé et remplacé par des structures temporaires clôturées. Nous avons été séparés, interrogés, puis interrogés encore. Certains d'entre nous ont subi des interrogatoires poussés. D'autres ont répété l'histoire des dizaines de fois à des services qui ne partageaient pas une information entre eux. Ce n'est qu'après des examens médicaux, des évaluations psychologiques, des prélèvements chimiques et d'heures de visionnage de caméras qu'ils ont admis que nous n'étions que des ouvriers. Aucun remerciement, juste des documents à signer, des accords de confidentialité lourds, définitifs. On nous a expliqué ce qui devait rester. Lucas était mort dans un effondrement de terrain, il n'y avait pas de capsule, pas de transmission, pas de voix. Rien de tout cela n'avait existé. Nous avons été renvoyés chez nous, un par un. Je n'ai jamais revu Kyle. Le numéro de Carson ne fonctionne plus. Quelques autres répondent encore aux messages, mais aucun n'évoque ce qui s'est passé. Moi, j'ai déménagé, changé de travail. Un autre nom figure désormais sur mon badge. Je travaille toujours sur des sites isolés, mais plus jamais sur des opérations liées aux satellites. Je me suis dit qu'en bougeant sans cesse, en restant discret, j'arriverais peut-être à oublier. Mais parfois, juste avant de m'endormir, dans ces minutes où le silence est total,
je me pose encore la question. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui avait été enfermé là-dessous, capable de modeler sa voix selon nos failles, de promettre exactement ce que chacun avait besoin d'entendre? Et surtout, maintenant qu'il est libre, après avoir passé tant de temps à apprendre à mentir, qu'est-ce qu'il fait dehors?